Nesta et Evening, qui, de par leur investissement dans la vie étudiante, permettent la réalisation de ce concours. Je tiens également à remercier le jury présent aujourd'hui, donc Didier Jamet, chargé de communication éditoriale et relations presse d'Ensta Paris, Adrien Sardy, vainqueur du concours d'éloquence 2023, Florence Bouchy, journaliste au journal Le Monde et maître de conférences en communication à Polytechnique, Elena Muret, responsable du pôle entreprise et carrière d'Ensta Paris, Chimène Namur, responsable du département langue, culture et communication d'Ensta Paris, et enfin Nour Galoul, responsable événement du BDE et qui représentera le BDE. Ils vont juger les participants sur une prestation orale de 5 à 7 minutes sur un des deux sujets qu'ils ont tirés au sort. Ils ont eu 1 heure de préparation et les 5 meilleurs seront retenus pour la phase finale qui aura lieu dans 2 semaines, le jeudi 25 avril. Je souhaite aussi remercier les associations Technimage et Instagram qui permettent de mettre en lumière ce concours. Et enfin, merci au public de venir pour encourager les candidats. Comme c'est la tradition depuis les 2 dernières éditions, vous serez invités à voter pour vos candidats favoris à la fin de l'épreuve par QR code. Merci à tous et je laisse la place au premier candidat, Tristan Souleymane. Bonjour à tous. La paix est un fruit gorgé de sang. Gorgé du sang des innocents. Sans pour autant s'en vanter, nos dirigeants s'en délectent de cette paix sans morale que tous ressentent en refoulant leur sanglant. Alors, me direz-vous, la paix brosse le sens du poil en nous enivrant de saveurs confortables. Mais sa chair a poussé sur des charbons. Et sa douce robe ocre et veloutée annonce des présages que les sages rejetteraient à des âges révolus. Quand César et César ont compris et conquis l'Empire et instauré la Pax Romana, les barbares souhaitaient-ils dardard tâter le fer sanguinaire de ces légionnaires qui agissaient sous les déboires d'une poignée d'arts aristocrates? Ou bien voulaient-ils croquer à pleines dents le fruit de leur dur labeur et jouir du bonheur propre à ceux dont les horreurs de la guerre sont inconnues? Il m'est difficile de déglutir quand le jus de la paix qui coule dans ma gorge à la saveur du sang des innocents que l'on égorge. Entre les gardiens de la paix qui me contraignent et les envolées lyriques que peu comprennent, que penser du peace and love? Quand le love se retrouve lové dans les bras du grand méchant. J'aurais bien une Palestine de moi-même si je n'évoquais le tragique sort de la Palestine. Quelle peine y aura-t-il eu sous le sanguinaire règne d'Israël quand le cœur des enfants cessera de battre, quand les batteries cesseront en même temps que les rires,
Alors viendra la paix. Et cette blanche colombe aura les ailes tachées, maculées d'un sang que l'on peut acheter. Et alors, riant à gorge déployée, elle effacera aux yeux du monde le triste sort des l'amour. Dans quel drôle d'arbre pousse la paix? Sûrement un dont les racines plongent jusqu'aux noirs abîmes de notre cœur. Ou bien sûrement un arbre du désert. Oui, vous savez, un de ceux dont le jus visqueux, aux airs d'or noir, sert à sertir les chênes ornant les promontoires de notre démocratie. Ah, vous prétendez faire la leçon au monde entier, imposer la démocratie à coups de mortier, sans pitié. Vous avez buté Kadhafi. Et aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? Alors, oui, la paix est un fruit gorgé de sang. Mais vous, continuerez-vous à encore croquer dedans? Je vous remercie. Merci Tristan. Et le candidat suivant est Thomas Lefebvre. Donc, mon sujet est « L'herbe est-elle plus verte dans le jardin d'à côté ?» L'herbe est-elle plus verte dans le jardin d'à côté? C'est des termes simples, une doxa qu'on a entendue 1000 fois peut-être. C'est la phrase que l'oncle dit souvent à l'enfant à Noël qui a reçu un cadeau qui ne lui plaisait pas forcément et qui aurait préféré avoir celui de sa sœur. Tu sais, l'herbe est plus verte à côté, satisfais-toi de ce que tu as. C'est quelque chose qui semble simple, mais qui, sous des termes justement très simples, cache quelque chose de plus profond, de plus philosophique. Et donc, face à cette profondeur, il va me falloir faire appel à un ami, ou plutôt trois. Et je vais faire appel à Platon, Schopenhauer et Spinoza, qui, avec trois définitions différentes du bonheur, vont nous apporter trois réponses différentes à ces questions. L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Pour Platon, le bonheur est essentiellement le désir satisfait. On est heureux parce qu'on réalise des désirs. Vous avez faim, vous mangez, vous êtes heureux. Vous avez envie d'amour, vous allez chercher un câlin auprès d'un proche, vous êtes heureux. C'est cette satisfaction-là qui apporte le bonheur. Ainsi, le voisin marié semblera à l'homme seul plus heureux que soi. La voisine riche semblera à la femme moins aisée, peut-être plus heureuse qu'elle, sachant que la voisine a une piscine et pas elle. On voit chez les autres la réalisation de ce que l'on désire, parce que cela nous rendrait heureux de satisfaire aussi ce désir. Et dans ce sens, on pense assurément l'herbe est plus verte chez le voisin parce qu'il a ce qu'il désire, alors que moi je n'ai pas ce que je désire. On peut objecter à Platon et à cette vision plusieurs arguments. Le fait est qu'on voit chez le voisin ce que l'on voudrait avoir, mais on ne voit pas ce que lui aussi voudrait avoir. La voisine qui a une piscine, peut-être propriétaire d'un chien, mais étant allergique au poil de chien, ne pourra jamais en avoir. Ainsi, elle est peut-être moins heureuse que soi-même. Tout comme l'homme marié est peut-être moins heureux avec sa femme que l'homme célibataire. Mais plus encore, des questions se posent, et je vois Schopenhauer
arrivez au fond de la salle, le climat se tend, l'atmosphère est sombre. On essaie généralement de lire Schopenhauer en ayant la morale bien accrochée parce que c'est quelque chose de très sombre qu'il dit. Schopenhauer arrive avec une définition différente du désir et nous dit que, ontologiquement, dans son être, le désir est souffrance. C'est-à-dire que tant que l'on désire quelque chose, on souffre de ne pas l'avoir. Vous avez faim, vous désirez manger, tant que vous n'avez pas mangé, vous souffrez. Vous avez besoin d'amour, tant que vous n'avez pas d'amour, vous souffrez. Pour lui, le désir est souffrance, et tant que donc, vous n'avez pas réalisé ce désir, vous souffrez. D'un autre côté, une fois que vous avez réalisé ce désir, c'est fini, et nous arrivons dans un stade que Schopenhauer appelle l'ennui. Vous désirez quelque chose, vous souffrez, puis vous vous ennuyez. Et là, il dit une phrase absolument terrible. La vie est comme un pendule qui oscille de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui. Le chômeur souffre de ne pas travailler, le travailleur s'ennuie à son travail. La vie, ce n'est que ça. Donc, je pense qu'on peut laisser Schopenhauer ici prendre du temps, on va essayer de sourire et de prendre une grande inspiration, parce que ces hypothèses sont questionnables. Est-ce que le désir ne pourrait pas, lui aussi, être moteur de bonheur? Pour Schopenhauer, tout le monde a la même herbe dans son jardin. C'est une pelouse synthétique posée sur un béton mouillé face à une maison mal isolée, pas fini de rembourser. Mais on pourrait se dire que ce désir, cette envie de réaliser quelque chose, est une forme de bonheur en soi. Debussy disait, dans le contexte de la musique, Debussy donc, qui est un compositeur au début du XXe siècle, que la musique, c'est le silence entre les notes. On pourrait donc voir les notes ici comme les petits instants de joie, les petits instants de réalisation de désir, et entre ces instants, un ennui qui ferait partie du bonheur en général, mais qui ne serait pas totalement incompatible avec l'idée de bonheur. Et là, c'est Spinoza qui arrive, en nous disant que c'est pas forcément parce que l'on s'ennuie que nous ne sommes pas heureux, c'est pas forcément parce que nous désirons quelque chose que nous souffrons. Par exemple, j'ose le dire, le désir sexuel, qui fait complètement partie du bonheur et de la recherche de la satisfaction. Et c'est tout le processus de réalisation du désir qui finalement est moteur du bonheur. Donc Spinoza arrive ici en nous disant que, essentiellement, le désir, c'est la puissance. La puissance, pas dans le sens politique, mais dans le sens philosophique, c'est-à-dire c'est ce qui nous fait nous mouvoir, c'est ce qui nous fait nous bouger. Nous désirons des choses, et parce que nous les désirons, nous nous déplaçons et nous vivons notre vie. Par exemple, l'envie d'amour nous pousse à la rencontre, l'envie de paix nous pousse à la diplomatie, je m'arrêterai là pour ce soit dans les politiques, et l'envie d'un monde meilleur nous pousse à la lutte. Et c'est cette envie, ce désir, qui nous pousse à finalement vivre notre vie. Donc Spinoza prend le contre-pied des deux philosophes que nous avons vus plus tôt, en nous disant que ce qui compte, c'est le chemin, pas la destination. Donc ce que nous dit Spinoza, c'est que l'herbe soit verte, bleue ou jaune chez le voisin, à la rigueur, peu importe, ce qui compte, c'est de la voir verte chez soi, pour passer de beaux après-midi d'été à jardiner avec les amis. Merci. Et le prochain candidat est Gabriel Dupuis. Bonjour à tous. Mon sujet, du coup, est le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. C'est une citation de Marcel Proust. Mes couleurs sont mortes. Et cela fait maintenant 3 ans que j'ai constaté le décès. À chaque instant, à chaque endroit, les couleurs me rappellent un monde auquel je n'appartiens plus. Ce rouge, ce n'est pas la couleur des sièges de l'amphithéâtre, non. Ce rouge, c'est la couleur des corrections de l'instituteur et des leçons amères. Ce jaune peut paraître délavé, pas bien beau, banal. Et ce jaune,
c'est la couleur du salon de mon grand-père, celui où on festoie, celui où on mange, celui où on boit. Et ce bleu, ce bleu marine royal, élégant, c'est simplement la couleur des chemises de mon père. Car quand on est adulte, nous sommes juste des fruits pourris, à la recherche d'une vigueur passée. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Proust a raison. Je suis devenu un vieux con. J'en ai fait des voyages. J'en ai vu des paysages. J'en ai gravi des montagnes, mais rien ne me fait la découverte. Rien ne fait l'effet de la découverte infantile. J'en ai même mangé des madeleines. Mais aucune ne me fait l'effet escompté. Elle est où, ta madeleine Proust? Tout le monde en parle, mais personne ne la voit. Une fois adulte, on perd le goût des choses. La routine mortifère dans laquelle nous prenons place nous arrache nos yeux d'enfant et nous donne des œillères d'adultes. C'est à nous, maintenant, de retrouver notre candidité passée et de se métamorphoser afin de transformer le monde autour de nous et le redécouvrir. Baudelaire nous avait prévenu. Nous avons perdu notre âme d'enfant, notre âme d'artiste. Rappelez-vous quand, tout fier, jeune, vous présentez un tas de boue à la maîtresse. Il était magnifique ce tas de boue. Parce que vous étiez artiste. Mais les adultes maintenant sont des goélands avec des ailes trop grandes pour eux, qui pensent pouvoir voltiger dans le ciel avec majesté, mais en réalité ne font que retomber. Chaque instant passé est un instant de descente. Chaque instant passé en tant qu'adulte, c'est un instant où l'on recherche des découvertes passées. Ainsi, c'est à nous de devenir artistes. C'est à nous de redonner le goût des couleurs et de retrouver cette candidité. C'est à nous de réenchanter le monde autour de nous, de reprendre ce goût des couleurs si on veut pouvoir peindre la toile de notre vie. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Le prochain est Hippolyte Bailly. Donc le sujet que je vais traiter, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, bonjour. Et la page sortie nulle part, je capte votre attention avec un micro, c'est vrai. Mais en voici. Commençons donc cette argumentation par une simple question que je vous pose. Que voyez-vous ici? Une veste rouge en cachemire, on pourrait s'attarder sur les détails. Mais oui, nous avons un consensus dans l'Assemblée. C'est bien pour commencer. Félicitations, c'est une veste rouge.
Deuxième question, pour continuer ce partiel improvisé, un peu plus dur ce coup-ci. Qui suis-je? Merci beaucoup. J'aurais aimé un peu plus de silence, ça aurait servi mon argumentation, mais bon, passons sur les détails. Je suis, oui, Hippolyte Paillet, l'élève un peu en panique que vous voyez devant vous. Mais la question, même si elle semble désuète, est d'une grande importance, car il est impossible de me définir, car je suis bien trop complexe, disons-le. On pourrait s'attarder sur ce visage angélique, ce corps sculpté par les dieux, ou encore cet orgueil à faire rougir les dieux, mais cela ne suffit pas. Car, pour la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. On arrive donc à ce sujet qui va nous tenir en haleine pour les 5 prochaines minutes, je l'espère. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Passons sur les banalités que ce sujet a à nous proposer. Nous voyons les choses telles qu'elles sont, nous sommes empreints de notre subjectivité, de notre passé, de notre éducation, de notre inconscient. Très bien. Nous avons vu ici, et je pense, que pour certains, je suis un inconnu, que l'on escoute distraitement le temps d'une tirade. Pour d'autres, je l'espère, je suis un ami loyal, sur qui l'on peut compter et à qui on peut se confier. Pour d'autres, dans l'Assemblée, je suis un adversaire à rabattre. Et pour vous, très cher jury, j'espère que je serai un gagnant aujourd'hui. Enfin, voici un argument qui touche à sa fin. Vous ne me voyez pas tel que je suis. Et l'on pourrait s'arrêter là. Couper court à cette argumentation qui déjà est assez longue. Mais allons plus loin. Vous avez fait tout ce chemin pour ressortir avec plus que des banalités. Alors retournons sur la question et essayons de définir qui de l'ami ou de l'ennemi a raison. Qui suis-je au final? Je sais qui je suis, mais demandez-le-moi et je ne saurai plus. On touche ici à un paradoxe. Je suis parce que tu es, je suis parce que vous êtes. C'est parce que vous me dévisagez maintenant que j'existe pleinement. Cette déclaration, aussi simple soit-elle, est au cœur de ce qui définit notre humanité. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Alors pourquoi donc cette phrase prononcée par Anaïs Nin est-elle d'une si grande importance dans notre société? J'ai fait 2 années de classe préparatoire à Stanislas Paris. Magnifique prépa. J'avais une amie en première année qui s'appelait Juliette. Cette première année en classe préparatoire a été mouvementée, compliquée, harassante, et que ce soit pour le corps ou pour l'esprit, j'ai fini brisé plus d'une fois. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi, mais bien de Juliette, cette amie. Juliette, je n'ai jamais vu telle qu'elle était. Je n'ai jamais vu comme l'élève sérieux et obstiné, cet élève qui s'attachait et qui se battait chaque jour pour essayer de décrocher une meilleure note. Je ne la voyais pas comme l'élève qui échouait à chaque partiel et pour qui ces partiels-là renouvelaient un peu plus ce sentiment d'échec. Non, je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas, Juliette. Et pourtant, elle était bien devant mes yeux plus d'une fois. Je me voyais moi. Je projetais sur Juliette, moi, et mes angoisses. Je projetais sur elle cette peur d'échouer, cette angoisse incessante, ce tourbillon de mal-être, et je projetais tout dans ses yeux. Alors non, je ne voyais pas Juliette pour ce qu'elle était, je me voyais moi dans ses yeux. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché d'être là pour elle, de la conseiller, de la voir, d'être humain tout simplement, et d'être son ami. On arrive ici à la question de l'empathie. On dira souvent que l'empathie, c'est reconnaître l'autre, sa légitimité, son passé, ses sentiments et ses actions. Mais selon moi, pour pleinement entrer en empathie, il ne faut pas voir les choses telles qu'elles sont, il faut se voir en elles. Alors Juliette, ce double un peu désuet finalement, j'ai fini par tomber amoureux. Comme Narcisse devant son reflet, je suis finalement tombé amoureux de mon reflet dans ses yeux. Mais souvenez-vous, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et elle n'a pas vu en moi l'amour incompris, l'homme capable de folie et d'investissement, le voleur qui
qui aurait dérobé toutes les étoiles pour les mettre dans ses yeux. Non, ce coup-ci, Narcisse fut bien accompli par son reflet, par un reflet qu'il appelait un ami. Bah, l'amour fait mal, et alors, oh les cœurs, je vous vois et vous êtes, et c'est déjà bien assez. Alors non, alors oui. Yes. Alors non, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et alors, à quoi bon pleurer sur ce sort? Alors au feu l'objectivité et vivons pleinement notre humanité. Merci. Merci Hippolyte. Et maintenant je laisse la place à Mathias Gilbert. Alors, mon sujet est le suivant. Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde. De Ludwig Wittgenstein. Alors, mesdames, messieurs, du jury, chers étudiants de l'ENSTA, les limites de mon langage signifient-elles les limites de mon monde? Si c'est le cas, j'ai drôlement de la chance de ne pas être muet. En effet, pas de langage, pas de monde. Cela reviendrait à nier mon existence. On me rétorquera sans peine qu'ils possèdent pour communiquer la langue des signes, qu'ils peuvent aussi écrire pour s'exprimer. Et finalement, que la majeure partie de la communication est non verbale, faite de postures corporelles et d'expressions faciales. Soit. Ainsi, admettons que les limites de mon langage fixent les limites de mon monde. Alors dans ce cas, étendre sa langue, ce serait étendre son monde. Étendre sa langue, ce serait augmenter sa sensibilité. Étendre sa langue, ce serait étendre sa perception. Car oui, une langue est plus qu'une suite de phonèmes, de monophthongues, de diphtongues dont raffolent les linguistes. Lorsque quelqu'un s'exprime, il expose son fort intérieur. Il dévoile le fond de sa pensée. Il se met à nu sans se déshabiller. Elle est le pont reliant les gens, la langue. Elle est une composante si essentielle que son absence se fait ressentir. Lorsque deux personnes ne se comprennent pas, ne parle-t-on pas de barrière de la langue? Seulement, cela nous amène au paradoxe suivant. Quelqu'un de plus silencieux, parlant moins, aurait-il donc moins montré? Est-il donc un être plus restreint, plus recroquevillé, une sorte de coquille à moitié vide? Et que dire des peuples qui n'ont pas de langue écrite, dont la seule manière de s'exprimer est orale? Sera-t-il plus limité que nous, prodiges occidentaux, qui maîtrisons le pouvoir de l'écriture manuscrite? Il y a une réponse tout simple à cette question. Ils n'en ont pas besoin. Qu'à faire un Amérindien de remplir une convention de stage, d'écrire des dizaines de mails, d'envoyer des mails pour trouver son stage, de remplir des documents, de courir après les signatures? Non, il n'en a pas besoin. En revanche, ce dernier possède environ une cinquantaine de mots pour décrire toutes les nuances de vert dont se couvrent leurs forêts au fil des saisons. Ainsi, le langage s'adapte plutôt à notre environnement que nous nous adaptons à notre langage. Ce ne serait donc pas plutôt notre monde qui fixe notre langage. Un autre exemple proviendrait des Inuits, qui possèdent eux une trentaine de mots pour décrire toutes les variations dans la neige qui recouvre leur banquise. Alors que nous, au maximum, les skieurs,
possède quelques mots pour la décrire telle la poudreuse, la puff, la neige dure, la neige de printemps. Ce seraient donc les langues qui fixent notre monde, qui fixent les limites de notre langue. Et les langues seraient donc le reflet de notre monde. Seulement, cela nous amène au problème suivant. Connaissez-vous l'aventurier Mike Horn? Ce nom vous êtes peut-être familier. Ce dernier a accompli des exploits extraordinaires, comme remonter l'Amazonie à la nage, faire le tour du monde en suivant l'équateur, sans moteur, et oui, donc à la marche, en vélo, en bateau, il a suivi l'équateur, il a fait un tour du monde, comme ça. Le tour du cercle arctique, pareil, sans bateau, en marchant et en traînant un traîneau derrière lui. Cette personne a donc une perception du monde, je pense, qui dépasse largement la majorité des gens. Et pourtant, lorsqu'il le relate en écrivant ses livres, c'est dans un langage assez simple, assez épuré, qui ne cherche pas à amener des métamorphoses et des procédés très alambiqués. Il a donc une langue simple et pourtant une perception du monde extrêmement étendue. A l'inverse, si on considère le cas de quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans les livres sans jamais sortir, qui a affiné son langage à la pointe de son stylo et qui est resté dans une bibliothèque la majeure partie de sa vie et possédera certes une langue très affûtée, mais n'aura une connaissance du monde très très restreinte. Comme a rétorqué Indiana Jones à ce dernier personnage, pour devenir archéologue, il faut sortir de la bibliothèque. Alors non, non et 1000 fois non. Aussi vrai que corrélation n'implique pas causalité, les limites de mon langage ne signifient pas les limites de mon monde. Merci. Merci Mathias. Je vais maintenant laisser la place à Laura Montagny. Bonjour, je m'appelle Laura et le sujet que je vais traiter aujourd'hui est une citation de Charles Dickens. Dans le jardin de nos actions, les mots ne sont que des ombres. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Venez avec moi et promenons-nous. Prenez mon bras. Que voyez-vous? Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, mais ce que je vois surtout, ce sont des fleurs. Je vois des jonquilles jaunes, je vois même du muguet, d'un blanc éclatant en avance. Je vois des coquelicots rouges. Mais ce qui retient mon attention, et ce qui retient la vôtre, c'est une rose de rouge écarlate. Vous vous penchez vers elle. Bonjour, madame. Que vous êtes belle. Elle rosit de plaisir. Vous la flattez. Vous vous repenchez vers elle. Que vous sentez bon. Merci, répond-elle. Voulez-vous me sentir de plus près? Alors, vous vous penchez. Les autres fleurs sont jalouses. Vous tendez la main vers elle, vous effleurez ses épines et vous avez peur de vous faire mal. Mais, sans prendre garde, vous cueillez la rose. Et là, vacarme, les autres fleurs hurlent, vous venez de tuer leur reine. Vous êtes un meurtrier. Pourtant, il fait si beau. C'est peut-être parce que lorsque le soleil est à son apogée, notre ombre paraît si menue. Dans le jardin de nos actions, écrit Charles Dickens, les mots ne sont que des ombres. Peu importe ce que vous avez dit aux fleurs, peu importe que vous ayez flatté la rose, vous l'avez tuée, c'est cette action qui est importante. Vous allez implorer pardon, mais le mal est fait. Les fleurs vous haïssent. Vous avez tué leur reine. Dans le jardin de nos actions, les mots ne sont que des ombres, écrit Charles Dickens. Charles Dickens, un grand auteur britannique. Mais puisqu'aujourd'hui, c'est un concours d'éloquence dans la langue de Molière, je vais vous parler d'un grand auteur français, Antoine de Saint-Exupéry.
Antoine de Saint-Exupéry était facteur du ciel pour l'aéropostale. Il volait de nuit et travaillait pour la terre des hommes. Antoine de Saint-Exupéry, un jour, fit naufrage dans le désert du Sahara. Et là, il rencontra un personnage qui va nous intéresser, le personnage du Petit Prince. Le Petit Prince va le choquer, car quand il va le rencontrer, il va lui demander « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Mais revenons à nos moutons, et non pas à celui du Petit Prince. Car ce n'est pas le mouton du Petit Prince qui nous intéresse, mais la rose du Petit Prince. Le Petit Prince vient d'une toute petite planète qui s'appelle l'astéroïde B612. Sur cette planète, il y a beaucoup de graines de baobab qui manquent de faire exploser leur planète avec leurs si grosses racines. Mais sur cette planète, l'astéroïde B612, il n'y a qu'une seule fleur, la rose. La rose est l'unique fleur, donc elle peut se permettre d'être très vaniteuse. Elle est ingrate, elle se plaint constamment. Elle a trop froid, alors le Petit Prince lui met un paravent. Elle a trop chaud, alors il l'évente. Puis il y a trop de soleil, il lui met un parasol. Et ensuite, il n'en a pas assez. Le Petit Prince ne peut plus rien faire. La rose se plaint trop, elle parle trop. Elle ne fait pas grand-chose, elle ne fait que parler. Il n'y a aucune action qui puisse réparer le mal qu'elle lui fait. Alors, le Petit Prince l'abandonne. Les mots de la rose n'étaient pas que des ombres anecdotiques, mais des ombres ayant eu des conséquences. Peut-être est-ce car, sur l'astéroïde B612, qui est si menu, les ombres peuvent s'étendre d'un bout à l'autre de l'horizon. Et vous, seriez-vous parti comme le Petit Prince? Auriez-vous abandonné la rose? Est-ce que vous préférez qu'un amant ou une amante vous serre contre lui tendrement en vous susurrant « je vous hais » Ou préférez-vous une gifle avec votre amant qui vous hurle « je vous aime » Lequel des deux fait le plus de mal? Est-ce que ce qui fait le plus de mal, c'est ce qu'on voit avec nos yeux ou ce qu'on entend avec nos oreilles, les actions ou les mots? Le Petit Prince nous amène une troisième option. Lorsqu'il rencontre le renard sur Terre, le Petit Prince apprend cette leçon que je veux que vous reteniez. On ne voit bien qu'avec les yeux. L'essentiel est invisible pour le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Avec cette leçon, comment pouvez-vous arranger les choses? Je vous rappelle qu'à l'instant T, vous êtes un meurtrier de fleurs. Vous avez la sève de la rose arrachée sur les mains. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez déposer la fleur meurtrie au sol. Vous allez vous relever. Vous allez tourner les talons alors que les autres fleurs hurlent, vous insultent, elles pleurent. Vous allez revenir, quelque temps après, avec des graines de rosier. Vous allez creuser le sol, vous allez les planter. Vous allez attendre. Une année entière s'il le faut. Vous allez arroser les autres fleurs pour passer le temps, puis ne rien dire et ne rien faire. Alors, seulement, vous serez pardonné. Une nouvelle rose viendra. Les roses, ayant survécu une année entière, vous aimeront. Vous serez entouré du jardin de vos actions et il n'y aura plus aucune ombre au tableau. Voilà le conseil que je vous donne, ne l'oubliez pas. Plantez des fleurs, voilà ce qu'il vous faut retenir. Mais je ne suis pas la première à le conseiller. Voltaire avait écrit bien avant moi, cultivons votre jardin. Merci pour votre attention. Merci Laura, et je vais maintenant laisser la place à Hussein Ramal. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la parole doit-elle toujours suivre la pensée? Mesdames, Messieurs, chers jurys, j'avais 1 heure aujourd'hui pour vous préparer ce discours. 1 heure pour penser à chaque phrase, à chaque mot de ce discours si court. Mais je dois vous avouer que je ne pense pas à 1 heure chaque fois que je vais parler. Faire ça sera très lourd. Il faut réfléchir avant d'agir. Ça m'inquiète ce proverbe-là, parce que j'ai une confession à faire. Depuis ce matin, je fais
je fais une action 1 millier de fois chaque heure. Et je ne réfléchis pas. 1 millier de fois. Et je ne réfléchis jamais avant de la faire. Cette action-là, c'est respirer. Pourquoi alors ne réfléchissons pas avant de respirer? Peut-être la respiration est trop inutile, trop faible pour mériter notre ressource précieuse qu'on nomme la pensée. Par contre, la parole est l'instrument le plus puissant dans le monde. C'est le seul instrument qu'on peut utiliser pour déclencher une guerre ou dire un simple « je t'aime ». Je pense, alors je suis. Quand je ne pense pas, alors je ne suis pas. Qui est-ce alors, ce jeune homme qui parle? Ce diable charitable qui parle quand ma pensée n'est plus en train de penser, mais elle est coincée dans une mémoire d'enfance, une mémoire souvent non souhaitable. Ah, les choses que ce jeune homme dit. Ce diable non fiable me fait dire des choses non convenables. Quand je suis en colère, comme les 3 mots fameuses, je te déteste. C'est pas moi ça. J'aurais pas dit ça. Seulement si j'avais pensé avant de parler. Mais jamais dans ma vie que j'ai dit, il fallait que je pense avant que je respire. Je laisse cette tâche de respirer à ce jeune homme-là. Mais il devient gourmand, il commence à parler au lieu de moi. Quelle honte. Mais peut-être c'est la source de son pouvoir. Peut-être quand je le laisse faire des choses sans ma permission, peut-être qu'il gagne sur moi. Dorénavant, c'est moi qui décide quand je respire. C'est moi qui décide quand je bouge ma main. C'est moi qui décide quand je ferme mes yeux. Et quand je parle. Et quand. N'es-tu pas la source de toute souffrance, jeune homme? Jeune homme diable insouffrable. Est-ce qu'on peut être méchant si on pense? Est-ce qu'on peut être méchant si on pense? Pour quelle raison être méchant? Pour quelle raison être gourmand? Pour quelle raison détester? Si on pense, si on se laisse ne pas se perdre dans le fantasme de la richesse ou du colère, on ne serait pas méchant. Il n'y a pas de raison, chère Vance. Ne pas penser, c'est ouvrir la porte à ce jeune homme, diable insoutenable. Oups. J'ai oublié de penser à ma respiration. Peut-être il faut que je me laisse au silence pour d'abord apprendre comment penser avant de respirer, pour que je puisse apprendre comment penser avant de parler. Le candidat suivant est Elliot Chaudieu. Ouais. Mesdames, Messieurs les membres du jury, mon sujet est intitulé « Le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage ». Le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage. Ah mais c'est merveilleux! Si le bonheur se double quand on le partage, et que le communisme présuppose qu'on partage tout ce qu'on possède, ça veut donc dire que le communisme est un idéal politique qu'il faut atteindre. Bon, alors je suis pas sûr que tout le monde dans cette salle soit convaincu que le communisme est le meilleur des régimes politiques. Mais il y a bien cette idée que partager le bonheur, ça nous rend encore plus heureux. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez universel. Certes, ça suppose que le bonheur, ce ne soit pas manger du gâteau au chocolat. Parce que oui, si j'ai une barre de gâteau au chocolat et que je dois la partager avec mon petit frère, je suis pas sûr que ça fera de moi un homme plus heureux. Bon. Ça nous amène à cette question qui est somme toute assez philosophique, de savoir qu'est-ce que c'est que le bonheur.
Le bonheur, c'est très subjectif, et c'est cette subjectivité intrinsèque qui le rend si difficile à saisir. Et je pense que c'est une bonne approche de dire que par bonheur on entend alors de la joie, du rire, de la fierté, et peut-être aussi un soupçon de satisfaction. Bon, je ne vais pas rentrer dans une recette de cuisine, d'abord parce que c'est l'heure du goûter et que ce serait un peu vache de vous faire ça, et ensuite parce que la seule chose que je sais cuisiner à peu près proprement, c'est des pâtes au beurre. Quand j'ai lu le sujet, j'ai pensé tout de suite à une autre phrase d'un autre éminent philosophe, parce que oui, cette phrase n'est pas de moi. Un philosophe qui tient une place particulièrement chère dans mon cœur, puisqu'il se situe précisément entre Montaigne et Aya Nakamura, je pense à Balou du livre de la jungle, qui dit qu'il en faut peu pour être heureux. Et oui, il en faut peu pour être heureux. Et cette phrase, pour moi, résonne particulièrement. Parce que si le bonheur se multiplie par deux quand on le partage, et que je pense immédiatement avec cette phrase qu'il en faut peu pour être heureux, je me dis tout de suite, mais alors Elliot, pour toi le bonheur c'est juste une affaire de quantité? Bon, passer cette crise existentielle qui, je vous l'avoue, durera approximativement 3 secondes, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que le bonheur pour moi. Et là où je rejoins Balou, c'est que je pense effectivement que le bonheur se trouve dans les petites choses, dans les choses de tous les jours. Le bonheur, ça se trouve dans un sourire, dans un regard. Le bonheur, c'est s'émerveiller du printemps qui revient. Le bonheur, c'est retrouver ses amis, manger un barbecue dehors, profiter du soleil et juste être avec ceux qu'on aime. Moi, je trouve que ce qui me rend heureux, eh ben, ça me rend encore plus heureux quand je le partage avec ceux que j'aime. Aller à la montagne, grimper les pentes, les skis sur le dos, ensuite pouvoir les dévaler à pleine vitesse, c'est bien, mais c'est encore mieux quand je le fais avec mes cousins. Faire du vélo, en vallée de Chevreuse, c'est super, ça me défoule, ça me permet de voir la nature, mais quand je le fais avec mes amis, c'est encore mieux. Et même manger des pâtes au beurre, à partir du moment où je le fais avec ma copine quand elle vient chez moi et que c'est moi qui cuisine, ben ça aussi, ça m'a... Le bonheur, pour moi, c'est l'amour qui se partage. Bon, alors évidemment, je ne parle pas forcément d'amour charnel. Celui-là, je préférais ne pas trop le partager, si vous voyez ce que je veux dire. Mais par bonheur, j'entends aussi un geste d'amour. Montrer à quelqu'un qu'on l'aime, voir de quelqu'un qu'on est aimé. Ça, c'est le bonheur. J'ai déjà fait une maraude, et on se rend compte qu'avec le peu qu'on donne, on rend des gens heureux, profondément. C'est des choses qui me touchent, c'est des choses qui touchent tous ceux qui étaient avec moi au moment où je l'ai fait. Des choses aussi bêtes que partager un sandwich avec un sans-abri qui fait la manche, eh ben, ça vous rend heureux, ça les rend heureux, et ça montre bien que le bonheur se démultiplie. Ce sont ces choses simples qui, voyez-vous, sont à la portée de tous et permettent à chacun d'obtenir encore plus de bonheur, si le bonheur peut se mesurer, lorsqu'elles sont partagées. Alors, mesdames, messieurs, les membres du jury, cher auditoire, si pendant le temps où vous avez écouté ma douce et mélodieuse voix, l'un ou l'une d'entre vous a ri ou ne serait-ce même souri, c'est bien qu'à moi seul, j'ai réussi à vous transmettre un éclat de joie. Et donc, que le bonheur est la seule chose qui se multiplie par deux si on le partage. Merci. Merci Elliot. Je vais maintenant laisser la place à Romain Chaltré. Bonjour. Mon sujet, c'est aider les autres est la meilleure façon de s'aider soi-même. Donc, bonjour à tous. Quel plaisir
c'est d'être ici devant vous. Laissez-moi vous me présenter un instant. Je m'appelle Romain, je suis grand, intelligent et absolument magnifique. Quoique, et également, je suis absolument narcissique et très indécis. J'en suis rendu compte assez vite, je suppose que vous aussi. Ça m'a sauté aux yeux quand je me suis rendu compte que ce qui m'a demandé de fournir comme effort pour accéder à cette école, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voué une obsession à moi-même pendant 2 ans. M'améliorer ici, devenir meilleur par là, tout n'était qu'autour de moi. Et tout ça dans l'optique de sécuriser une place dans une bonne école pour moi. Et ce n'est pas de ma faute, c'est ce qu'on a dit au lycée, c'est ce qu'on a dit à tout le monde. Qu'il fallait continuer à étudier, ou bien faire carrière, ou bien qu'il fallait juste suivre notre voie à faire ce qui nous plaisait. Tous étaient autour, tout devait être priorisé. La priorité était nous-mêmes. Et il le faut. Et il le faut bien. Dans un monde de compétition, où la compétition fait rage, évidemment qu'il faut vivre pour soi. Évidemment qu'il faut se battre pour soi. Qui d'autre le ferait? Mais voilà. À force, on a tendance à croire, on a tendance à ne voir que ce que l'on fait que pour soi. Et c'est un problème. Mon ego est fragilisé avec ça. Comment puis-je penser que je suis absolument génial? Comment puis-je me convaincre de cela si je commence à me rendre compte d'une part d'égoïsme en moi? Franchement, c'est pas très cohérent. J'étais perdu, je ne savais pas comment résoudre ce problème. Mais bon, j'ai trouvé une combine. Vous voulez que je vous la dise? J'aide les gens. J'aide les gens, je vous jure. Ça marche, c'est incroyable. C'était comme si pendant un instant, j'arrivais à me prouver que je faisais quelque chose pour quelqu'un d'autre et pas pour moi. Et en aidant, je me suis rendu compte d'autre chose. Je me suis rendu compte qu'en donnant des conseils à des gens, par souci d'hypocrisie, par souci de toujours pour me convaincre de ma grandeur absolue, que je me convainquais j'arrivais à me convaincre de suivre ces conseils pour moi également. Là où parfois j'étais particulièrement indécis dans le choix de mes actions, en aidant les autres et en leur conseillant, je me forçais à prendre parti et j'arrivais à me convaincre d'agir et de m'aider moi-même également. Et c'est là le point correspondant. C'est parfois, en cherchant à s'aider, en cherchant à vivre pour soi, à s'aider pour soi, on commence à voir cette démarche comme étant superficielle. Et on peut perdre la capacité de s'aider. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en aidant les autres, c'est que aider les autres à cela de bien qui permet de se convaincre de s'aider soi-même. Merci. Merci Romain. Je vais maintenant laisser la place à Maïk Chouet. Bonjour à tous. Ayant été à la même place que Hugo l'an dernier en organisant ce concours d'éloquence, je voudrais commencer par le remercier, ainsi que tout le BDE Pentagone pour organiser ce genre d'événement. Je sais que ça prend du temps et que c'est pas facile, mais c'est important. Mon sujet que j'ai tiré aujourd'hui était « Peut-on être trop libre de s'exprimer ?» À cette question, ma première réponse, instinctive et immédiate, ça a été oui.
Bien entendu, on peut être trop libre de s'exprimer. Pense au nazisme, à l'incitation à la haine, au racisme. Ce sont des choses illégales, on n'a pas le droit de les faire. On peut être trop libre de s'exprimer. Mais en analysant un peu plus la question, elle est tournée d'une certaine façon. Peut-on être trop? On peut toujours être trop. On peut être trop gros, trop grand, trop gentil. On peut être trop fort ou trop faible. Donc oui, on peut être trop libre de s'exprimer. La réponse est simple. Pourquoi m'interroge-t-on avec ça? En continuant à réfléchir, peut-être avais-je mal compris. Donc, je commence à m'interroger sur les termes du sujet. Peut-on être trop libre? Libre. Un champ lexical gigantesque qui s'ouvre devant moi. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette citation que tout le monde connaît. La liberté commence là où s'arrête celle des autres. Serait-on donc libre de s'exprimer jusqu'à ce que l'on blesse quelqu'un? Jusqu'à ce que l'on blesse un autre? Ainsi, le racisme, la haine et le mépris, ce serait être trop libre de s'exprimer. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui m'est arrivée à Noël avec un grand-oncle. C'est toujours un grand-oncle d'ailleurs. Probablement parce que c'est une figure suffisamment éloignée pour qu'on puisse la critiquer librement. À table, à Noël donc, c'est d'ailleurs toujours à table. Après avoir balancé une remarque choquante à propos du nouveau prêtre noir de la paroisse, mon grand-oncle se contredit et s'indigne en disant de toute façon aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Il se contredit par cette phrase car il vient justement de dire ce qui était supposé être interdit. Comme on aimerait qu'il ne puisse pas le dire, que ce soit interdit pour lui de dire ce genre de phrase. Qu'une telle opinion, raciste et rétrograde, ne puisse être exprimée. On aimerait qu'il soit moins libre de s'exprimer. Cependant, il s'exprime. Tout en étant conscient de briser un interdit tacite, il s'exprime. Pourquoi? Chacun a besoin de partager ses idées, ses ressentis. Chacun a besoin de s'exprimer. S'exprimer et partager, en un sens, c'est faire société. C'est évoluer, discuter avec les autres. La communication n'est-elle pas le ciment de tout couple? N'est-on pas enjoint à communiquer en permanence? Ne pas s'exprimer, c'est sombrer dans l'individualisme. C'est l'impossibilité de faire société. Cependant, lorsque l'on y réfléchit également, on peut... certains ont des limites quasiment infinies à leur expression. Ce sont les humoristes. Les humoristes, ils... j'ai oublié ma feuille dans mes trucs. Ils évoluent en terrain glissant. Et parfois, ils glissent et ils tombent. C'est donc la preuve que l'on peut être trop libre. Merci Maël. Je vais maintenant laisser la place à l'avant-dernier candidat, Vincent Lahaye. Bonjour, alors mon sujet c'est « Nous sommes des livres en train de se lire eux-mêmes ».
messieurs, chers membres du jury, les livres sont au kilo ce que Shakespeare est à Molière. Seule une petite mer nous sépare, et je me relève les manches pour vous annoncer que, français ou britanniques, je compte bien tous vous mettre d'accord. En entrant dans la salle pour préparer une heure en sujet, les gentils membres du BDE nous ont tout de même laissé plusieurs choses. Une chaise, une table, des feuilles, un stylo, un plancher, un plafond, des murs, de l'air pour respirer, mais surtout, un livre. Et en plus d'être un livre, c'est un dictionnaire. Alors, mesdames, messieurs, en plus d'être l'avant-dernier candidat qui respectera, je l'espère, la tradition de garder le meilleur pour la fin, je vous annonce que grâce à ce dictionnaire, aucune faute d'orthographe ne sera faite dans tout ce que je vais dire. Ainsi, à défaut de vous le livrer sur un plateau, je me livre à vous, ivre de tant de livres fantastiques, de livres policiers, de livres sterling, pour que nous lisions ensemble une petite histoire. Chapitre 1. Action. Voici l'histoire de Vincent. Et on fait bien de s'y intéresser, car sa vie est un vrai livre où les péripéties, les chutes et les rebondissements s'enchaînent à une vitesse folle. Vincent va en cours, Vincent en cuisine, Vincent à la plage, Vincent au ski. S'il était une fille, il aurait pu s'appeler Martine. Et pourtant, tout cela, Vincent le choisit. Il a choisi de faire ses études scientifiques, il a choisi d'apprendre des langues. Bon, il n'a pas choisi son physique, mais ça va. Ça va? Non. Sa vie, Vincent l'écrit jour après jour, nuit après nuit. Mais après tout, il est humain, alors parfois il ressent des choses qu'on ne peut pas écrire dans un livre. Tenez, par exemple, Vincent est très sensible à son avenir. Les questions politiques, par exemple, le préoccupent. Alors parfois, ce qu'il entend, oui, ça lui fait mal. Des manifestations partout, des gens qui souffrent, ça lui fait mal. Alors parfois, il pleure. Ah non, pas forcément pour des questions politiques, mais il y a tant de choses dans la vie. Et cette ministre, elle se prend pour qui à dire ça, sur un plateau télé? Elle n'a pas honte. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Qu'on se taise, qu'on la suive comme des moutons, qu'on aille chercher des perles de pluie pour elle, venues de pays où il ne pleut pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Cette phrase n'est pas de Vincent. C'est une brève en poésie. Chapitre 2. Inaction. Parfois aussi, Vincent assiste à sa propre vie. Parfois, il voit les actions se faire sans pouvoir agir. Parfois, sa vie est un livre en train de se lire lui-même. Les pages se tournent les unes après les autres. Tout à l'heure, avant d'arriver, il a passé plus de temps à savoir s'il devait se raser et mettre un costume qu'à prendre sa montre pour avoir une idée du temps qui lui reste. Vous l'avez deviné, il n'est pas rasé, il n'a pas de costume, et bien sûr, évidemment, naturellement, il n'y a pas sa montre. Et en écrivant ce texte dans la salle, sans idée du temps qui lui reste, il se murmure « Ma montre, c'était écrit ». Sa vie défile parfois devant ses yeux, sans qu'il puisse faire autre chose qu'en être le spectateur. Spectateur de son bonheur, spectateur de son malheur aussi, parfois. Spectateur des gens à qui il doit dire que non, ce n'est pas lui le pirate dans Astérix avec sa barbe rousse et sa boucle d'oreille. Spectateur de se faire voler son téléphone dans le métro. Spectateur de Gladiateur au cinéma, son film préféré, je vous le conseille. Et vous aujourd'hui, vous êtes aussi spectateur. Spectateur de ce concours, certes, mais aussi spectateur de vos vies. Comme Vincent, vous mettez du temps à savoir comment vous habiller, comme Vincent, vous oubliez des choses, mais surtout, comme Vincent, vous savez agir. Vous savez écrire l'histoire que vous lisez. Merci.
Merci Vincent, et comme il l'a dit, le meilleur pour la fin. Yaya. Le sujet, c'est doit-on toujours dire la vérité? Mesdames et messieurs, les juges, chers publics, je vous remercie pour cette unique chance que j'ai de m'exprimer, de me défendre, de vous dire la vérité. Je sais qu'il est coutume de ramener avec soi un avocat, mais aujourd'hui j'ai préféré vous faire face seul et de tout avouer. Je suis coupable, je suis le méchant. Mesdames et messieurs, je suis le vilain. Mes parents sont méchants, mes grands-parents sont méchants. Notre tradition, notre culture, notre histoire est méchante. Vous connaissez Maléfique? Elle a eu la chance d'être jouée par Angelina Jolie il y a quelques ans. C'était ma tati. Et vous connaissez certainement Tonton Jafar. Parfois il est lourd, mais au fond du fond, c'est une personne très adorable. Méchant, on ne le naît pas, on le devient. C'était Mamie Cruella qui me répétait et répétait. Et la première leçon de ce long, bouleversant, fou parcours de spécialisation en méchanceté est la vérité. C'est bien la vérité qui me ramène aujourd'hui devant vous, à la cour. Doit-on toujours dire la vérité? Tout a commencé avec le mensonge blanc, le mensonge innocent. La question la plus basique qu'il faut se poser est ce simple mensonge invalide la vérité? Et la réponse, c'est maman qui va la donner. Chérie, le magasin de bonbons, il est fermé aujourd'hui. On ira la semaine prochaine. Mais non, maman, le magasin était bien ouvert, il était 17h. Et en plus, il y avait des promotions. 2 kilos de bonbons achetés pour 1 payé. Spoiler, nous n'y avons pas été la semaine d'après. Mensonge après mensonge, pièce du puzzle après pièce du puzzle, un très beau chef d'œuvre artistique se crée. Nous ne savons plus distinguer le vrai du faux. L'abus de mensonge est-il dangereux? Ou tout simplement ne serait-il pas un moyen de protection, de soulagement, de persuasion, afin d'optimiser le bonheur personnel et celui d'autrui? Ma maman voulait tout simplement éviter que je me retrouve avec des caries. Ma maman a menti pour moi, ma maman m'a protégé. Ma maman est artiste professionnelle dans ce domaine et franchement, nous ne pouvons faire rien d'autre que la saluer. Doit-on toujours dire la vérité? Bien évidemment, l'art de la méchanceté ne se fonde pas sur des petits mensonges blonds, mais va bien au-delà. En grandissant, je me suis aperçu que le monde autour de nous pouvait jouer à tout moment à ma faveur. Il me suffisait de dire ce que moi je voyais, ce que moi je voulais voir, ce que moi je voulais que les autres voient. Prendre le monde et le tordre, l'agrandir, le couper, copier-coller, utiliser l'intelligence artificielle et Photoshop. La source est vraie, le noyau est bien stable et solide, mais le résultat, il est tout un petit peu décoré. Est-ce la vérité? C'est une vérité. Certains vont passer des heures à argumenter devant le tableau de René Magritte que ceci est le dessin d'une pipe. D'autres vont répondre « Mais non, Lise écrit ceci est une pipe ». Entre-temps, Magritte prie. Entre sa vérité et celle des autres, celle de ceux qui admirent son œuvre, on aurait pu tout simplement se taire, prendre notre vérité et respecter le silence exigé dans un musée. Mesdames et messieurs, il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes à la cour.
et que la vérité est exigée. C'est là que je me rends compte que ce n'est pas parfait. Rien n'est pas parfait. Quelques révisions à la doctrine méchante est bien plus que nécessaire. La vérité nous rend égaux. Je ne peux pas prétendre la justice face à un monsieur gentil qui m'attaque parce que j'ai été méchant avec lui, alors que ce n'est pas vrai. Certes, il a passé 3 jours dans une cave attaché à une chaise, mais c'était juste parce qu'il a gagné un concours, alors que moi j'ai fait 3e, même pas 2e, genre, par contre il était logé nourri avec du chauffage, pour moi c'est une luxe. La vérité est pilier de la société, mais elle n'a jamais été déclarée impartielle. La vérité est là, mais peut assumer des formes diverses et variées. Se confondre entre nous arnaquer autant que nous rassurer. La vérité est entre nos mains, et c'est à nous de le dire quand il faut. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurys, mesdames et messieurs qui font partie du public, je jure de dire la vérité. Rien d'autre que la vérité. Face à vous. Mesdames et messieurs, maîtres de la vérité. Merci. Merci d'avoir écouté les 12 candidates et candidats. Le jury va délibérer et discuter des prestations de chacun pour choisir ces 5 finalistes. Le public, vous allez aussi avoir la possibilité de voter, si j'arrive à faire afficher le QR code. Donc voilà. Et sinon, je vous remercie de les avoir écoutés et voilà.